Son frère a détruit sa vie par jalousie. Il y a 5 ans, j'avais tout. Une carrière qui décollait, une femme que j'aimais plus que tout, et une famille qui me semblait être un roc. Vraiment, j'avais une vie que beaucoup auraient qualifiée de parfaite, une vie pour laquelle je m'étais battue. Aujourd'hui, il ne me reste rien de tout ça. Ma carrière est en cendres, la femme de ma vie est partie, et le roc familial s'est brisé. Je me suis retrouvée seule, au milieu des ruines, à me demander comment tout avait pu s'effondrer si vite. Et la personne qui a tout orchestré, celle qui a méthodiquement et patiemment détruit ma vie, c'était mon propre frère. Mon sang. Celui que je pensais être mon plus proche confident. Laissez-moi vous raconter comment la jalousie, cette émotion qui prend racine dans la peur, peut devenir une arme de destruction massive. Voici mon histoire. Pour que vous compreniez l'ampleur du désastre, il faut qu'on revienne en arrière, à une époque où tout était simple. Mon frère, Thomas, et moi, on n'avait que 2 ans d'écart. J'étais l'aîné. Dans notre enfance, on était les 2 doigts de la main. Nos souvenirs sont un puzzle de moments partagés, de fous rires et d'une complicité que nos parents adoraient donner en exemple. On partageait la même chambre, les mêmes jouets, les mêmes rêves. Quand l'un de nous tombait, l'autre le relevait. Je me souviens encore de ces après-midi d'été à construire des cabanes dans le bois derrière la maison. J'étais l'architecte, celui qui dessinait des plans sur des feuilles de cahier, et Thomas, c'était l'ingénieur, celui qui arrivait toujours à faire tenir des planches avec 3 bouts de ficelle. Il avait ce don pour le pratique, cette façon de voir une solution là où je ne voyais qu'un problème. On était une équipe. Nos soirées, c'était jeux vidéo, manettes collantes de soda, cris de victoire et grognements de défaite. On pouvait passer des heures sur le même niveau, pas pour se battre l'un contre l'autre, mais contre le jeu. C'était nous contre le reste du monde. Cette alliance a continué à l'adolescence. Quand j'ai eu mes premiers chagrins d'amour, c'est Thomas qui restait assis sur mon lit jusqu'à 3 heures du matin à m'écouter me plaindre, me tendant des mouchoirs et me sortant des répliques de films pour me faire rire. Quand il a eu des galères à l'école, c'est moi qui passais des nuits à lui réexpliquer des théorèmes de maths. Il était le gardien de mes secrets, et j'étais le gardien des siens. Nos parents, même s'ils nous aimaient, étaient souvent pris par leur travail. Pour nous motiver, ils avaient une méthode bien à eux, une méthode dont je n'ai compris le danger que bien plus tard, ils nous comparaient. Sans méchanceté, j'en suis sûre, mais ils le faisaient. « Regarde ton frère, Léo, il est tellement doué de ses mains », disait mon père. « Sois un peu plus comme Léo, Thomas, il est si sérieux dans ses études », disait ma mère. Sur le moment, on en rigolait. C'était même devenu une blague entre nous. Alors l'intello, encore les félicitations du conseil, me lançait Thomas avec un clin d'œil. Et toi, le MacJV de la famille, tu nous construis une fusée avec un trombone, je répondais. On pensait que ça glissait sur nous, que notre lien était trop fort. On avait tort. Avec le recul, je vois que chaque phrase était une petite graine plantée dans un terreau fertile pour la jalousie. Ce que j'ai compris bien des années après, c'est que la rivalité entre frères et sœurs vient souvent de cette peur de perdre l'amour de ses parents. Mais à l'époque, pour moi, Thomas était mon pilier. L'idée qu'il puisse un jour me vouloir du mal était tout simplement impensable. Quand on est entré dans la vie d'adulte, au début, rien n'a changé. J'ai fait des études de commerce qui me passionnaient, et Thomas, fidèle à lui-même, a choisi une voie plus technique. On vivait encore ensemble, nos vies avançaient en parallèle, et tout allait bien. Le vrai tournant, ça a été mon diplôme. Je suis sortie major de ma promo, avec une offre d'emploi quasi immédiate dans une grosse boîte de conseil à Paris. J'étais sur un nuage, et je m'attendais à ce que Thomas partage ma joie, comme toujours. Au dîner de célébration, mes parents étaient aux anges. Les compliments fusaient. On a toujours su que tu irais loin, Léo. J'ai cherché le regard de Thomas, et là, j'ai vu autre chose. Un voile. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Plus tard, quand je lui ai demandé s'il était content pour moi, il m'a donné une tape dans le dos en disant « Bien sûr, frérot. C'est génial. Tu le mérites. » Mes son ton était plat, presque forcé. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Je ne voulais pas imaginer autre chose. Peu après, j'ai rencontré Chloé. Le coup de foudre. Elle était brillante, drôle, belle. Tout a été très vite, et en moins d'1 an, on s'installait ensemble. Mes parents l'ont tout de suite adoré. Thomas, lui, était cordial.
trop cordial. Il lui posait des questions, mais ça ressemblait à un interrogatoire poli. Il n'y avait aucune chaleur. Chloé, qui est très intuitive, l'a senti tout de suite. « Ton frère est un peu distant, non ?» m'a-t-elle demandé. J'ai balayé sa remarque. « Oh, c'est sa manière d'être, il lui faut du temps. » La situation s'est envenimée quand j'ai eu ma première grosse promotion. En à peine 2 ans, j'étais passé manager. Mon salaire avait doublé. Avec Chloé, on a acheté notre premier appart. Pendant ce temps, Thomas galérait. Son secteur était en crise, il enchaînait les petites missions mal payées. Je lui ai proposé de l'aide des dizaines de fois, revoir son CV, le mettre en contact avec des gens, le dépanner financièrement. Mais à chaque fois, je me heurtais à un mur. J'ai pas besoin de ta pitié, Léo. Je me débrouille. Le poison faisait son effet. Ma réussite, mon couple, la fierté de mes parents, chaque bonne nouvelle pour moi était, pour lui, une injustice personnelle. C'était comme si mon bonheur causait son malheur. Je suis devenu, à ses yeux, celui qui avait tout pris. La reconnaissance, le succès, l'amour. Il ne voyait plus les heures de boulot, le stress, les doutes. Il ne voyait que la façade, une façade qui projetait une ombre immense sur sa propre vie. L'équipe que nous formions n'existait plus. Sans le savoir, j'étais devenu son rival. Et il était bien décidé à gagner, peu importe le prix. La phase suivante a été la plus insidieuse. Une sorte de guerre d'usure, menée dans l'ombre avec une patience terrifiante. Thomas n'a jamais attaqué de front. Ses armes, c'étaient les chuchotements, les sous-entendus, les doutes qu'il semait. Ça a commencé par des petites piques, déguisées en blagues. Pendant les dîners de famille, si je parlais d'un succès au travail, il lançait avec un petit sourire. « Ah, Léo a toujours été bon pour se vendre. » Un vrai politique. Ça provoquait quelques rires gênés, mais la petite graine était plantée. Si je réussissais, ce n'était pas par talent, mais par manipulation. Si Chloé me faisait un compliment, il ajoutait « Profitant bien, Chloé. » L'état de grâce, ça ne dure jamais avec lui. Encore une blague, mais le message était clair, je n'étais pas quelqu'un de fiable. Ce que j'ignorais, c'est qu'en coulisses, il était bien plus actif. Il a commencé à contacter Chloé en privé, prétextant vouloir prendre de ses nouvelles. Au début, les messages étaient innocents. Puis, il a commencé à distiller son venin. Il lui racontait des histoires de mon passé, complètement déformées. Une rupture à l'adolescence devenait la preuve que j'étais incapable de m'engager. Il jouait le rôle du frère inquiet qui voulait la protéger. « Je connais Léo, lui disait-il, il a cette façade parfaite, mais il a ses démons. Je veux juste être sûr qu'il ne te fera pas de mal. » Il la manipulait avec un talent diabolique, se faisant passer pour son seul allié, le seul à connaître la vérité sur moi. En même temps, il s'est rapproché de mon milieu professionnel. Il a réussi à se faire inviter à des soirées de réseau où ma boîte était présente. Je le voyais discuter avec mes collègues, même mon chef, l'air sympa et détendu. Quelle naïveté de ma part. Je pensais qu'il essayait de se faire des contacts. En réalité, il répandait des rumeurs. À un collègue, il a confié que je me plaignais de mon salaire et que je cherchais ailleurs. À un autre, il a laissé entendre que j'étais surmenée et que je prenais des raccourcis dans mes dossiers. Des mensonges subtils, impossibles à prouver, mais qui créaient une ambiance de méfiance autour de moi. L'escalade a continué. Un jour, un client a annulé un contrat crucial à la dernière minute, prétextant un manque de réactivité de ma part. Je n'y comprenais rien. Des semaines plus tard, Chloé m'a avoué en larmes que Thomas lui avait demandé de ne pas me passer un message urgent ce jour-là. Il l'avait convaincu que c'était une blague, un test pour voir si j'étais au taquet. Quand j'ai confronté Thomas, il a tout nié, me traitant de parano et accusant Chloé de vouloir nous séparer. Il était si convaincant que j'ai fini par douter de moi. C'est ça, le pire avec la manipulation. Vous finissez par ne plus croire ce que vous voyez, par douter de votre propre santé mentale. Le point de non-retour a été atteint lors d'un week-end en famille. J'avais eu une semaine atroce, j'étais tendue, épuisée. Thomas a choisi ce moment pour lancer son assaut. Devant tout le monde, il m'a accusé de négliger ma famille, d'avoir été corrompu par le succès. Il sortait des anecdotes, des dates, les présentant comme des preuves de mon égoïsme.
J'ai essayé de me défendre, mais j'étais tellement fatiguée que j'ai haussé le ton. Et là, il a abattu sa carte maîtresse. Il m'a regardé froidement et a dit « Tu vois ? Tu vois comme tu deviens agressif ?» C'est de ça que je parlais à Chloé. Le piège s'était refermé. Il m'avait poussé à bout pour utiliser ma réaction comme preuve de ses mensonges. Chloé est devenue blême. À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas de la jalousie passagère. C'était un plan. Un plan pour me détruire. Et puis, le coup de grâce est tombé. Une frappe chirurgicale, sur 2 fronts en même temps, ma vie pro et ma vie perso. L'aboutissement de son plan. Au travail, j'étais sur le point de signer le plus gros contrat de l'histoire de ma boîte. Des mois de travail acharné. La veille de la présentation finale, je peaufinais les derniers détails chez moi. Thomas m'a appelé. Son ton était bizarrement chaleureux. Il s'excusait pour les derniers mois, disait qu'il voulait qu'on se retrouve comme avant. Il a proposé de passer avec des pizzas, comme au bon vieux temps. Je me méfiais, mais une partie de moi voulait y croire. J'ai accepté. Il est arrivé, tout sourire. On a discuté de tout et de rien. À un moment, j'ai dû m'absenter quelques minutes pour prendre un appel de Chloé. Je l'ai laissée seule dans mon bureau, avec mon ordinateur portable ouvert sur la présentation. Une erreur monumentale, née de l'espoir et de la nostalgie. Le lendemain matin, la présentation a été un cauchemar. Les clients me regardaient avec un mépris glacial. À la fin, le PDG a pris la parole. « Monsieur, votre proposition est non seulement insultante, mais elle est aussi illégale. » Il a projeté un email sur le grand écran. L'expéditeur était une adresse anonyme. Le destinataire ? Le principal concurrent de leur entreprise. En pièce jointe, il y avait l'intégralité de ma proposition, envoyée la veille au soir. Le message disait « Voici leur stratégie. Ils veulent vous évincer avec des pratiques douteuses. Je ne peux plus cautionner ça. » Et mon nom était en bas, comme une signature. Quelqu'un avait utilisé mon ordinateur pour tout envoyer à un concurrent et pour m'auto-dénoncer. Le sabotage était parfait. J'ai été suspendu sur le champ, escorté dehors par la sécurité. Anéanti, j'ai appelé Chloé. Sa voix était froide. « Léo, il faut qu'on parle. » Quand je suis rentré, sa valise était dans l'entrée. Elle pleurait, mais son regard était dur. « Je ne peux plus, Léo. » Elle m'a montré son téléphone. Des mois de conversation avec Thomas. Il lui avait partagé ses inquiétudes sur mon instabilité, lui disant que j'étais prêt à tout pour réussir. Et le dernier message, envoyé par lui juste avant mon appel, était la touche finale. « Chloé, je suis dévastée. Léo a fait un truc terrible au boulot. Je t'avais prévenu. Il m'a même demandé de lui prêter de l'argent récemment, il parlait de dette de jeu. » Le mensonge était total. Il avait non seulement orchestré ma chute, mais il s'en était servi pour valider tous les mensonges qu'il avait racontés à Chloé. Pour elle, je n'étais plus la victime, mais l'auteur de ma propre destruction. J'ai tout tenté pour lui expliquer, mais le poison avait agi trop longtemps. « Je ne sais plus qui croire, Léo, » m'a-t-elle dit. « Je vois juste les faits. Tu perds ton travail, et ton frère me dit que tu es devenu quelqu'un d'autre. Je dois partir. » Elle a pris sa valise et elle est partie. En quelques heures, j'avais tout perdu. Ma carrière, ma réputation, et la femme de ma vie. Je me suis effondrée dans l'appartement vide. Le coup de grâce avait été porté par mon propre frère. La chute a été vertigineuse. Les jours qui ont suivi, c'était le brouillard total. La douleur, l'humiliation. Mon entreprise m'a licencié pour faute grave, une étiquette qui me collait à la peau et qui rendait impossible de retrouver un travail dans ma branche. Le mot traître flottait dans l'air. Mes anciens collègues ne répondaient plus à mes appels. J'étais un paria. Le silence de Chloé était pire que tout. Mes messages restaient sans réponse. Son absence était une douleur physique, un poids sur la poitrine qui m'empêchait de respirer. L'appartement, notre cocon, était devenu un tombeau. J'ai tenté de parler à mes parents, de leur expliquer la machination de Thomas. Leur réaction m'a achevé. « Léo, tu es sous le choc. Ton frère ne ferait jamais ça. » Thomas leur avait déjà servi sa version. J'avais fait une erreur impardonnable, et incapable d'assumer,
je cherchais un coupable. Il jouait le rôle du frère loyal et dévasté. Mes parents, pour préserver l'image d'une famille unie, ont choisi de croire au mensonge. Ils m'ont conseillé de me reposer et de demander pardon à Thomas. On me demandait de m'excuser auprès de mon bourreau. J'étais seule. Complètement seule. Les semaines sont devenues des mois. J'ai sombré dans une dépression profonde. Je ne sortais plus, je passais mes journées à fixer le vide, à repasser le film des événements. Mon estime de moi était au plus bas. J'en suis même arrivée à me demander s'il n'avait pas raison. Si je n'étais pas vraiment cette personne horrible qu'il décrivait. Financièrement, c'était la catastrophe. J'ai dû vendre l'appartement, ce lieu rempli de souvenirs qui était devenu des poignards. J'ai loué un petit studio en banlieue, triste et impersonnel. J'ai vendu tout ce qui avait de la valeur. J'avais touché le fond. Et c'est là, dans le noir complet, qu'une nouvelle émotion a commencé à naître, une colère froide, une rage de survivre. J'ai réalisé que si je me laissais couler, il aurait gagné. Sa victoire serait totale. Je devais me battre. Pas contre lui. Mais pour moi. Pour reconstruire, brique par brique, l'homme qu'il avait voulu anéantir. La traversée du désert était finie. Le long chemin de la reconstruction ne faisait que commencer. Reconstruire sa vie n'a rien d'un film. C'est un processus lent, douloureux, et qui demande tout ce que vous avez. La première étape, la plus dure, a été de demander de l'aide. J'ai commencé une thérapie. Au début, je ne faisais que déverser ma colère et ma tristesse. Mon psy m'a écouté, et petit à petit, il m'a aidé à comprendre. Pas à excuser mon frère, mais à comprendre la mécanique de sa jalousie. On a parlé de mon enfance, des comparaisons de mes parents. Mon psy m'a aidé à voir que la jalousie de Thomas était une vieille blessure qui remontait à loin. Mes succès n'ont été que le sel sur une plaie jamais guérie. Cette compréhension n'a pas effacé la trahison, mais elle a changé ma perspective. La deuxième étape, faire mon deuil. Le deuil de ma vie d'avant, de ma carrière, de ma relation avec Chloé. Et le plus difficile, le deuil du frère que je pensais avoir. J'ai pleuré l'enfant avec qui je construisais des cabanes, en acceptant qu'il était parti depuis longtemps, remplacé par un homme rongé par le ressentiment. Ensuite, la reconstruction pratique. J'ai pris un petit boulot alimentaire, loin de mes compétences, juste pour payer les factures. C'était humiliant, mais ça m'a appris l'humilité. Et puis, j'ai tout changé. J'ai repris des études, dans un domaine qui n'avait rien à voir, l'ébénisterie. J'ai retrouvé le plaisir de créer avec mes mains, de transformer quelque chose de brut en objet utile. C'était ma thérapie. Chaque meuble que je fabriquais était une nouvelle brique dans ma propre reconstruction. Côté famille, j'ai pris mes distances. Pas par colère, mais pour me protéger. J'ai écrit une longue lettre à mes parents, sans accuser, mais en expliquant calmement les faits et la douleur que leur déni m'avait causée. Je n'ai plus jamais recontacté Thomas. Pour moi, pardonner, ça a été de ne plus lui donner le pouvoir de me faire souffrir. Ça ne voulait pas dire lui redonner une place dans ma vie. Des années ont passé. Aujourd'hui, j'ai un petit atelier d'ébénisterie qui commence à marcher. Je vis simplement. J'ai rencontré quelqu'un, une femme à qui j'ai tout raconté dès le début. Ma relation avec mes parents se répare, tout doucement. Je crois qu'avec le temps, ils ont commencé à voir les failles dans l'histoire de Thomas. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est que la jalousie est un poison qui détruit d'abord la personne qui la ressent. J'ai aussi appris que le succès matériel est une fondation bien fragile pour construire une vie. J'ai tout perdu, mais c'est dans ce vide que je me suis retrouvée. Mon frère a détruit ma vie, c'est vrai. Mais sur ces ruines, j'en ai construit une nouvelle. Peut-être moins brillante vue de l'extérieur, mais infiniment plus authentique et plus solide. Cette histoire, c'est la mienne, mais je sais que je ne suis pas le seul. La trahison au sein d'une famille est l'une des douleurs les plus profondes. Avez-vous déjà vécu une rivalité qui a dérapé? Si vous en avez la force, partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, le simple fait de mettre des mots sur sa souffrance est le premier pas pour aller mieux. Les liens du sang ne sont pas une garantie contre la malveillance. La jalousie peut transformer quelqu'un que vous aimez en votre pire ennemi. Ma reconstruction m'a appris que la vraie force, ce n'est pas de ne pas avoir de cicatrices, mais d'apprendre à vivre avec. On ne se remet jamais vraiment d'une telle trahison,
mais on peut choisir de ne pas la laisser nous définir. On peut choisir de ramasser les morceaux et de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et soyez attentifs, car les plus grandes guerres se mènent souvent en silence, au cœur même de nos familles.